Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce vendredi 18 septembre, c'est tout d'abord cette jeune fille de 17 ans en garde à vue après la découverte du cadavre de son bébé dans une maison à Savonnières. Il pourrait s'agir d'un déni de grossesse. Accueil des réfugiés en Touraine, 30 familles, soit une centaine de personnes devraient être prochainement accueillies dans le département. Une réunion importante était organisée cet après-midi à la préfecture à Tours. Compte rendu de cette réunion dans ce journal. Journée du patrimoine et une découverte ce soir, celle de l'hôtel du Grand Commandement à Tours, construit sous Napoléon III. Vous verrez que cet hôtel particulier, richement décoré, est un peu le petit Versailles tourangeau. À découvrir donc à la fin de ce journal. Et on ouvre ce journal avec cette macabre découverte à Savonnières, près de Tours. Le corps sans vie d'un nouveau-né retrouvé dissimulé dans un meuble. La mère de l'enfant, une jeune fille de 17 ans, est actuellement en garde à vue. Il s'agirait d'un déni de grossesse. Ce sont les parents du compagnon de la jeune femme chez qui elle était hébergée qui ont fait cette découverte à leur domicile. Aurélie Renaud. Dans la nuit de lundi à mardi à Savonnières, le SAMU prend en charge une jeune fille d'environ 17 ans souffrant de forts saignements. Direction les urgences de l'hôpital Bretonneau. Sur place, la patiente ne parle pas d'accouchement. Pourtant, les médecins en sont sûrs. Cette patiente en présente tous les signes gynécologiques. Malgré leurs nombreuses questions, les médecins n'arrivent pas à savoir où se trouve le bébé qui vient de naître. Ils signalent les faits au parquet. Le lendemain, les policiers se rendent au domicile du petit ami de la jeune fille à Savonnières. Ce dernier, ainsi que ses parents, indiquent ne rien avoir vu d'anormal. L'affaire commencerait donc par un déni de grossesse. Personne ne nous dit que cette jeune fille était enceinte. Tout le monde nous dit que nous ignorions complètement son état de grossesse. Et nous, on a constaté qu'elle souffrait d'hémorragie et donc on a fait appel au SAMU et voilà. 24 heures plus tard, les policiers sont contactés par la famille du compagnon de la jeune fille. Ils ont découvert le corps du nourrisson chez eux, dans un meuble de leur salle de bain. L'enquête prend alors une toute autre tournure. Plusieurs questions se posent. Où, quand et comment cette jeune fille a-t-elle accouché? Le bébé était-il vivant à la naissance? Et bien entendu, qui a placé son corps dans ce meuble? De cette réponse dépendra aussi la réponse judiciaire qu'on pourra apporter. Dans un cas, on peut avoir aussi bien un homicide volontaire qu'un homicide par imprudence, qu'un défaut de soins. Les conclusions du médecin légiste devraient arriver ce soir sur le bureau du procureur, mais on parle déjà d'un bébé né à terme. Dernier élément dans cette affaire, la jeune fille, interne dans un lycée du département, ne se serait pas rendue en cours lundi afin de rejoindre son petit ami à Savonnières. À l'île Bouchard, près de Chinon, en début d'après-midi, un incendie dans l'église Saint-Gilles. Le feu s'est déclaré dans le confessionnal. Un feu rapidement circonscrit par la trentaine de pompiers envoyés sur place. Il pourrait être d'origine criminelle d'après les premiers éléments de l'enquête. Pas de blessés et peu de dégâts. Cette église est un important lieu de pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie pour les catholiques. On écoute un pompier intervenu sur les lieux. Les premiers intervenants ont été les habitants de la commune qui ont attaqué ce départ de feu avec des extincteurs et un tuyau d'eau à proximité. Les premiers secours qui sont arrivés ont constaté un fort dégagement de fumée. Effectivement, on voit bien que le confessionnal, lui, a complètement brûlé, avec une propagation des fumées dans la nef et au niveau du grand orgue au-dessus. Accueil des réfugiés en Touraine, 30 familles, soit une centaine de personnes, devraient être prochainement accueillies dans le département. Une réunion au sommet se tenait cet après-midi à la préfecture de Tours, avec une centaine de participants autour de la table, associations, élus, pouvoirs publics et bailleurs sociaux. Objectif, être prêt à recevoir les premiers réfugiés. Romain Delville. Autour du préfet Louis Lefranc, le maître mot, c'est d'anticiper l'arrivée de réfugiés. En 2 ans, l'Indre-et-Loire devrait accueillir 200 réfugiés, des réfugiés qui seront d'abord hébergés dans des structures temporaires. Ce sera le cas au Crous, sur le site de Grandmont. Il y a aussi un centre qui, pour l'instant, est géré, il est de la propriété de la ville de Paris, le centre de Pontourny, dans le département d'Indre-et-Loire. Il y a des places qui ont été proposées également par le centre AFPA. On a pour l'instant 70 à 80 places. L'objectif, c'est d'avoir au moins une centaine pour mettre en place un roulement qui permettra donc d'accueillir ces familles avant de les orienter vers des structures de logement pérennes. 230 logements ont été rendus disponibles et vacants par les bailleurs sociaux. Aucun réfugié n'est arrivé en Indre-et-Loire. Pour autant, la préfecture va coordonner différents acteurs pour un accueil dans de bonnes conditions.
Donc c'est un travail qui va se faire dans le courant de la semaine prochaine avec les bailleurs. C'est un travail aussi, quand je dis de précision, qui va se faire avec les associations. Alors, il y a toute une série d'associations, il y a les Restos du Cœur, il y a la Croix-Rouge, il y a la Banque Alimentaire, etc. Enfin, toutes ces associations vont se réunir avec le secrétaire général de la préfecture pour mesurer aussi, apprécier leur capacité d'accompagnement. Car tout n'est pas qu'affaire de logement. Par exemple, la ville de Montlouis-sur-Loire a prévu aussi les modalités d'accueil pour 2 familles. On peut accueillir 2 familles parce qu'on peut accueillir aussi les enfants dans les écoles, on peut accueillir les parents dans l'alphabétisation, le psychologue, etc. On peut s'occuper réellement de 2 familles et on a les logements pour les accueillir. En attendant de recevoir des réfugiés, l'Indre-et-Loire tente donc d'anticiper au maximum, mais pourrait être à la recherche d'hébergements temporaires si les arrivées ne se font pas au compte-gouttes. Et cette question de l'accueil des réfugiés, il en est question ce soir dans l'émission Libre-Échange, plus particulièrement de la difficulté de ces réfugiés à s'intégrer une fois en France. Extrait avec pour commencer le témoignage d'une Iranienne arrivée en Touraine il y a 20 ans. Ce que j'ai vécu, c'était très difficile. Avec une famille, quand on arrive avec un enfant en bas âge, c'est pas évident. Il fallait scolariser. Quand elle était malade, il fallait quand même le soigner. Quand on a un récépissé, un papier qui nous permet juste d'être en France sans vraiment vivre en France, c'est très compliqué. L'association, elle ne vous a pas aidé à trouver des soins médicaux, par exemple? Vraiment, si vous voulez, on n'était pas vraiment suivis. Si on ne veut pas que ce soit au dépend des autres, il faut que l'État compense. Voilà. Ça nous semble fondamental. Ce n'est pas du tout pour dire on ne veut pas payer, mais il faut expliquer aux Français que ça s'organise et ça n'est pas au dépend des autres. Ces gens ne viennent pas pour chercher, ils fuient la mort. Ils ne viennent pas pour chercher une meilleure situation économique. Libre-Échange ce soir donc à 19h30 et 22h45 sur TV Tour Val-de-Loire. Baisse des dotations de l'État et opération coup de poing des maires d'Indre-et-Loire. Plus de 200 élus, adjoints et eurodéputés se sont rassemblés en fin de matinée devant la préfecture à Tours. Avant d'être reçus par le préfet, les maires ont tous symboliquement dégrafé leur écharpe tricolore avant de la jeter en l'air en signe de protestation pour ensuite l'accrocher aux grilles de la préfecture. On écoute 2 élus sur les conséquences de ces baisses de dotations. Pour une commune comme la nôtre à Saché, c'est 90 000 € de moins de recettes. Et ça correspond à environ 50% de notre programme d'investissement. Donc je prends le programme Voirie où on mettait 50 000 € par an. Cette année, c'est 25 000. Ce que le maire a souhaité sanctuariser, c'est tout ce qui relève du social, de l'insertion et de l'emploi. Puisque ce n'est pas lorsque l'on est malade qu'on réduit les frais de médecin. Il y a en effet des postes qui sont vacants du fait des départs en retraite qui ne sont pas renouvelés. Et à noter qu'une nouvelle journée d'action des maires nationale, cette fois, est prévue demain, toujours pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Philippe Briand, entendu pendant 10 heures par le juge chargé de l'affaire Big Malion, une audition qui s'est déroulée avant-hier, mercredi, mais révélée aujourd'hui par le magazine L'Express. Déjà mis en examen en avril dernier, le député Les Républicains d'Indre-et-Loire n'avait pas encore été entendu par la justice. Il a notamment dû expliquer en quoi consistait son rôle de trésorier pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que cette enquête vise un système présumé de fausses factures pendant la campagne présidentielle de 2012. Les journées européennes du patrimoine, c'est tout le week-end, un peu partout. Ce soir, en avant-première, une visite inédite qui nous replonge à l'époque de Napoléon III. Direction l'hôtel du Grand Commandement à Tours, à 2 pas de la mairie. Cet hôtel particulier abrite le commandement de l'armée terre et vous allez le voir, l'intérieur est grandiose. Visite des lieux avec Jonathan van der Voort. L'hôtel de Grand Commandement de Tours regorge de secrets. L'aigle, à son entrée, est le premier indice menant à un symbole, celui du pouvoir. En 1858, l'empereur Napoléon III échappe de peu à un attentat. Il scinde la France en 5 régions militaires pour sécuriser le territoire, Tours étant la plus importante d'entre elles. Mais qui y envoyer? Il choisit un homme renommé pour son charisme militaire, le maréchal Baraguet d'Illiers. C'est ce désigné, très parisien, qui fera bâtir les lieux. Les Tourangeaux le lui financent pour la prospérité de la ville et lui exploite le style empire pour asseoir la légitimité du pouvoir. Un imposant tableau évoque la bataille de Solferino, l'une de ses célèbres victoires.
Le style est chic, il faut en mettre plein la vue. On marche aussi sur un parquet de style point de Hongrie, représentant plusieurs bois précieux, qui valent le coup effectivement d'être remarqués. On est devant du mobilier du style Napoléon III, recouvert de la très fameuse soie d'Eugénie, du nom de son épouse, et créatrice effectivement de ce style d'ameublement. Depuis ce jour, des généraux commandants logent et travaillent tour à tour à l'hôtel de grand commandement. Le lieu permet à l'état-major de se réunir et d'accueillir des autorités telles que le maire et le préfet. Tout le mobilier est d'époque sur ces 6000 mètres carrés de terrain. À découvrir donc samedi et dimanche de 14h à 18h. Et autre temps fort de ces journées du patrimoine à Tours, la visite de l'ancienne imprimerie MAM qui depuis le 8 septembre dernier accueille l'école des Beaux-Arts. L'occasion donc de découvrir la richesse architecturale de ce lieu unique en son genre. Près de 15 000 personnes sont attendues dans les rues de Tours dimanche pour le marathon et les 10 et 20 km de Tours. Les coureurs auront cette année une météo bien moins caniculaire que l'année dernière, car vous le voyez, la journée devrait commencer sous un ciel gris avec des températures de 9 et 10 degrés. Pas de pluie annoncée dans la matinée, mais un vent nord-est et une petite brume. À partir de 11h, ça ira bien mieux. Quelques éclaircies malgré de légers passages nuageux. Pas de vent, pas de pluie et des températures ne dépassant pas les 17 degrés. J-2 donc avant le marathon Touraine-Val-de-Loire, dernière ligne droite pour les 2700 inscrits au marathon. Et jusqu'à demain, chacun vient retirer son dossard, un dossard personnalisé. À 2 jours de l'épreuve, la pression monte d'un cran. Ambiance avec Bastien Mathieu. C'est la dernière étape avant de se lancer enfin. Après des mois de préparation pour certains, les coureurs ont commencé à retirer leur dossard depuis ce matin. Un moment toujours particulier. Oui, parce que les jours approchent et voilà, on n'est plus qu'à 48 heures et après c'est le démarrage. Et même ceux du 10 et 20 km étaient présents. Un petit challenge avec ma copine, donc tous les deux pour les 10 km. Ça, on se rapproche du jour J, donc maintenant il y a hâte. Pour l'occasion, l'organisation a vu les choses en grand en créant un village partenaire au centre commercial de la Riche-Soleil. Une nouveauté d'envergure qui facilite les choses puisque tout est réuni au même endroit. Inscription de dernière minute, retrait des dossards mais aussi remise des cadeaux de participation aux coureurs du marathon. Vous avez le coupe-vent, vous avez le t-shirt. Et alors après, des friandises. Un ticket de remboursement pour la crème. 2 petites bouteilles Scorpius et une bouteille de Rovet. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de retirer leur dossard aujourd'hui, il sera encore possible de le faire demain à l'hypermarché géant de la Riche de 9h à 20h. Ou en dernier recours le dimanche matin de 6h à 9h dans le hall de l'université François Rabelais, proche de la ligne de départ. Et conséquence de cet événement, de nombreuses rues barrées, interdites à la circulation et au stationnement dans le centre de Tours, le plus souvent, des dimanches vers 1h du matin et jusqu'à 17h, voire 20h dans certains cas, notamment le secteur de départ et d'arrivée, place Anatole France. Sachez aussi que le pont Wilson sera uniquement piétonnier dimanche et très important, la circulation du tramway sera coupée entre les stations Choiseul et Gare de 8h à 13h dimanche. On revient sur cette question. Sommes-nous prêts à accueillir les premiers réfugiés ? Une importante réunion avait lieu cet après-midi en préfecture. On en parle dans un instant avec l'un des participants, Alain Gentric, le président de la Croix-Rouge d'Indre-et-Loire. A tout de suite.